Tu parlais de douceur au début. Je crois qu'il y a vraiment ça, comment on essaye d'envelopper de douceur quelque chose qui ne l'est pas du tout, pour maintenir un lien. En fait, je me suis posé cette question récemment, comment est-ce qu'on peut adoucir ce choc ? Et le mot douleur, c'est intéressant de le dire, peut comporter une part de doux. Comment amener de la douceur et du soin vis-à-vis de cette douleur ? Ce qui soulage les patients, c'est parfois d'être tout simplement écoutés. En tant que soignant, nous avons le réflexe de faire taire immédiatement la douleur. Mais souvent, la seule chose qu'un patient souhaite entendre de son médecin, c'est « je sais ». C'est insupportable. Vous avez mal. Ne vous laissez pas détruire l'espoir. Pour autant, ça parle pas de déni non plus, ça. Donc, on peut quand même parler du fait que la maladie est là, que la maladie est grave, que la maladie est sérieuse. Mais c'est deux choses qui ne s'opposent pas. Voilà. C'est l'espoir et l'incertitude, en fait. Exactement. C'est l'incertitude du chemin qui n'est pas tracé. Bonjour Chloé. Bonjour. Bonjour Violaine. Bonjour Delphine. Merci mille fois. Alors, on a eu un petit imprévu. Christophe devait être avec nous et je trouvais que c'était un peu dans le thème du jour, en fait. L'incertitude, les aléas. Qu'est-ce qu'on fait avec un événement qu'on n'a pas choisi ? Mais je suis ravie. On était entre femmes. Ce livre, que je vais quand même montrer à l'écran, Vivre avec, vivre après. Un livre... moi, j'ai envie de décrire, c'est comme une porte qui s'ouvre sur de la douceur. Je l'ai lu comme... j'avais l'impression d'entendre vos voix, parce que c'est un dialogue. Et on va avoir ce dialogue. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir parler de tout ce dont vous parlez dans le livre. Et je vais vous demander de vous présenter. Mais en fait, je vais faire un petit jeu. Chloé, tu vas présenter Violaine, et Violaine, tu vas présenter Chloé. C'était pas tout à fait prévu. Voilà, c'était le petit jeu qui était prévu avec Christophe. Voilà, c'est l'autre qui présente l'autre. Waouh. Belle entrée en matière. Belle entrée en matière, oui. Tu veux que je commence ? C'est comme vous voulez. Non, c'est un sacré exercice. De manière... pragmatique. Violaine est médecin oncologue radiothérapeute, mais elle est également docteure en biologie. Elle a beaucoup travaillé sur la résistance et l'immunothérapie. C'est une femme qui est devenue une amie, mais que j'admire aussi pour plein de choses, pour sa persévérance et son intimité. Elle a quelque chose parfois qui est toujours un peu en retrait et qui en fait est très fort. Voilà. Donc, merci pour cet exercice. Oui, merci. Alors, Chloé est médecin cancérologue, très investie dans la santé des soignants, qui est vraiment un sujet qui lui tient à cœur. Elle a beaucoup exploré à travers la méditation comment on pouvait soutenir l'empathie des soignants pour améliorer la relation de soins, donc aussi in fine pour les patients. Et elle a créé une magnifique école Mu-Médecine, justement pour accompagner les soignants dans une vision intégrative du soin. Voilà, et on s'est rencontrés dans divers espaces, très professionnels et puis après beaucoup moins professionnels aussi. Voilà. Mais c'est superbe, ce petit exercice en fait, de présenter l'autre. Ouais, merci. Et vous vous connaissiez avant la rencontre avec Christophe ? Oui. Ah, ok. On se connaissait un petit peu avant, oui. Voilà. Et puis cette rencontre avec Christophe, est-ce que après, je pense que vous étiez là pour un congrès ou quelque chose comme ça, vous avez tout de suite décidé d'écrire le livre là ? Il y a eu comme un... Ça a été très rapide en fait. On s'est retrouvés à Nasbinal, donc dans ce petit village d'Aubrac, réunis pour une conférence. Oui. Ça a été un concours de circonstances entre Laurence qui a organisé le congrès et qui nous a invités. Et il s'est passé quelque chose. On en parle dans le livre, mais sous ce chapiteau, avec une pluie vraiment étonnante à l'extérieur. Il y avait 700 personnes à peu près intéressées vraiment par la thématique. Et tout a été très vite, en fait. On est sortis de cet instant de partage. Et là, Christophe nous a dit les filles, il y a vraiment quelque chose. Ah. Et je crois que 2 mois plus tard, il nous a téléphoné pour nous dire OK, est-ce que ça vous dit d'écrire un livre ensemble ? Formidable, hein ? Oui, l'accueil était très beau sous ce chapiteau. Il y a vraiment eu un échange avec le public. On a senti que
que portait notre voix commune à tous les trois, vraiment s'est rencontrée sur cette thématique, avait un impact fort pour les personnes qui étaient là. Et donc, un peu comme une responsabilité de pouvoir partager ça plus largement que sous ce chapiteau. Mais oui, c'est quand même un univers... c'est pas anecdotique qu'on soit retrouvé sur des terres d'Aubrac. Vraiment, là, sur ces chemins de Saint-Jacques, on était le 1er mai, le lendemain matin, il y avait de la neige. Enfin voilà, c'était vraiment très étrange et en même temps hors du temps. Enfin voilà, il y a vraiment eu quelque chose de très beau. Et donc oui, ça s'est fait tout naturellement. Et donc, quel était le rêve initial pour ce livre? Est-ce que vous vouliez parler de la médecine autrement? Qu'est-ce que vous avez formulé comme rêve? Si je parle à mon niveau, le rêve, c'était de pouvoir redonner aussi de l'espoir aux personnes atteintes, mais pas que, parce qu'en fait, on va le voir, mais ça concerne tout le monde quand on parle du cancer ou de la maladie en général. Et puis aussi, beaucoup redonner de l'espoir aux soignants, parce que on est quand même dans un système de soins qui s'abîme, qui s'étiole. Nos valeurs de soignants nous demandent quand même un engagement à renouveler régulièrement. Et donc, comment par la parole, on peut partager nos vulnérabilités pour aussi se relier, redonner de l'espoir et continuer à avancer ensemble. Voilà. Oui, et puis je crois qu'aussi on est dans une période où la médecine va mal. En tout cas, où on est confronté à beaucoup de défis. On dit souvent d'écologie humaine ou d'écologie planétaire, et du coup, je crois que cette dimension aussi, comment amener des changements avec un engagement politique, avec de la douceur. Je crois que ça, c'était quelque chose d'important pour nous. On parlera de cette responsabilité personnelle, responsabilité collective. Alors, vous parlez beaucoup on passe d'une médecine de la maladie à une médecine de la santé, médecine des organes à une médecine des personnes. Est-ce que vous pouvez l'expliquer dans vos mots? Et je vous avais demandé off micro éventuellement de préparer un petit extrait à lire. Est-ce que vous trouvez que c'est un rapport avec ce que je vous demande? Et dans vos mots, c'est quoi la médecine des personnes et la médecine de la santé? On est formé à une médecine d'excellence, de pointe. Donc on va disséquer tous les mécanismes pour tout comprendre. Je pense que c'est extrêmement important parce que ça nous permet de faire des progrès thérapeutiques extraordinaires. Mais pour autant, on a un peu ce vrai besoin de ramener ça à l'humain pour ne pas rester des techniciens ou des mécaniciens avec quelque chose de très matériel comme réparer une voiture, un vélo. Enfin, là, on parle de l'humain, donc il y a de la complexité. Et voilà, moi, j'entends ça vraiment dans cet engagement de remettre l'humain au cœur, ce qui ne veut pas dire qu'on n'oublie pas notre technicité et tout ce dont on a besoin. Et de ramener à qu'est-ce que la santé ? On en parlera peut-être plus tard, mais voilà, cette santé qui n'est pas un objectif à atteindre, mais ça nous sert à vivre. Voilà. Oui. Oui, et puis dans cette dimension d'être toujours formé vis-à-vis de la maladie, en fait. On sait traiter les maladies, mais en effet, on oublie l'être qui vit avec cette maladie. Et ça, c'est difficile en tant que soignant quand on se rend compte que la seule chose qu'on peut faire, c'est lutter contre la maladie. Après, c'est vrai que moi, je rencontre quand même beaucoup de médecins engagés, donc j'ai l'impression qu'on va dans une bonne direction, on va vers ça. Est-ce que vous trouvez aussi qu'on va vers ça ou vers cette médecine centrée sur le patient? Vous avez beaucoup d'espoir pour ça? Oui, mais je crois que quand on est soignant, on est là pour l'humain initialement. Mais après, comment, justement, à force d'aller creuser dans la compréhension, dans cette masse d'informations à engranger déjà dans nos études et puis après dans le quotidien, parce qu'on maintient quand même toujours un niveau de connaissance sur des choses qui vont vite. Donc ça nous demande beaucoup de travail sur ça. Mais comment on peut s'en détacher des fois juste par inattention ? Pas par volonté. Donc oui, je crois que tout le monde aspire à ça. Mais quand est-ce qu'on se le rappelle? Quand est-ce qu'on s'engage? Chloé parlait de politique. Je crois qu'il y a vraiment un acte politique à vouloir amener du soin dans cet espace. Mais bien sûr que l'espoir est là. Est-ce qu'il y a eu un événement marquant dans votre vie? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez vraiment d'événements marquants où vous vous êtes dit, mais c'est tellement important que le patient soit au centre. C'est vraiment important, où vous sentiez éventuellement que vous alliez un peu dans une autre direction, ou est-ce qu'il y a eu un événement marquant?
Il y en a eu plein. Mais moi, je me souviens d'une anecdote. J'étais toute jeune interne. Je ne sais pas si j'en parle dans le livre, mais j'étais toute jeune interne et j'avais dû m'occuper d'un monsieur atteint d'un cancer pulmonaire qui était très grand, qui devait faire, je ne sais pas, peut-être 1m90. Et moi, j'étais vraiment toute jeune. Je devais avoir 24 ans, 25 ans. Et je suis rentrée dans sa chambre et il était là sur son lit avec une extrême vulnérabilité. Moi, j'étais debout. Et personne ne lui donnait de réponse, en fait. Il avait des questions et le responsable du service lui donnait pas n'avait pas pris le temps, en fait, de venir lui expliquer. Et moi, j'étais là et il était extrêmement agressif avec moi, par manque, en fait, d'écoute qu'il n'avait pas reçue. Et je me suis dit ce jour-là, et donc moi, j'ai réagi. Je me souviens très bien, j'ai réagi aussi avec de l'agressivité à ce moment-là, parce que j'avais pris son agressivité. Et le lendemain, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai compris ce que c'était que la vulnérabilité du soin. Là, dans cet interstice où l'agressivité, en fait, c'est juste un masque, en fait, mais que derrière, c'est ma vulnérabilité de soignante, la vulnérabilité de ce monsieur dont la vie est complètement en train de basculer en quelques secondes. Et je m'en souviendrai toute ma vie de ce patient. Et en effet, derrière, on a eu une très belle relation parce que quand on prend contact et conscience que c'est deux vulnérabilités qui se rencontrent. Deux vulnérabilités qui se rencontrent, exactement. Ouais. Et toi, est-ce que tu as un événement marquant ? Oui, j'ai un événement marquant. Pareil, j'étais au cours de mon internat. En radiothérapie, quand les patients terminent leur traitement, on se voit sur un petit temps de consultation qui n'est pas très long. Et je me rappelle d'une jeune femme qui avait moins de 35 ans, qui avait des enfants en bas âge, etc., et qui terminait sa radiothérapie à l'encontre d'un cancer du sein. Et moi, avec ma jeunesse et mon élan d'amener toute la joie qu'il pouvait y avoir avec la fin de ce traitement, vraiment, ça venait acter la fin de ce long parcours. Et donc, voilà, il y avait quand même beaucoup de joie, beaucoup de soutien aussi avec ça. Et là, en fait, je rencontre cette jeune femme qui d'un coup me dépose toute sa vulnérabilité que je n'avais pas du tout vu venir, à me raconter qu'en fait, oui, tout le monde est en train de lui dire que c'est la fin, que c'est génial, mais en fait, elle, à la maison, elle peut pas parler de ce qu'elle vit. En fait, oui, tout est fini, mais plutôt tout commence. Et là, je me suis sentie... je crois qu'il y a eu une part de honte, de me dire, mais... Déjà, tu t'en es pas rendu compte. Et puis une honte de soignant de manière assez collective, c'est-à-dire on l'a accompagnée avec le meilleur de tout ce dont elle peut bénéficier jusque-là. Vraiment, tous les signaux sont au vert pour contrôler sa maladie. Et pour autant, pour elle, ça va pas. Et là, j'ai vraiment eu une prise de conscience de « Ouais, super, t'es devenue une experte, une professionnelle de la maladie. » Voilà. Génial. Mais alors la professionnelle de santé, elle n'y est pas. Et donc voilà, il y a eu quelque chose d'extrêmement intense. Et donc je me suis dit que c'était aussi notre engagement d'aller répondre à tout ça, que notre rôle médical s'arrêtait clairement pas là, alors qu'en réalité notre rôle de cancérologue s'arrête malheureusement souvent là. Mais comment on va accompagner au-delà de juste ce qui est indispensable, mais de ces traitements qui vont traiter et on l'espère guérir. Merci pour ces partages. Et je sais que vous vouliez lire un petit... Enfin, je vous avais demandé de lire un petit passage qui va peut-être justement illustrer ce que vous venez de dire. Qui veut commencer ? Moi, je sais pas si ça va illustrer exactement, mais je peux lire un petit passage qui me parle en tout cas de comment on laisse une place à la présence et à l'écoute, notamment de la douleur. Donc c'est un passage qui vient dire « Et le mot douleur, c'est intéressant de le dire, peut comporter une part de doux. Comment amener de la douceur et du soin vis-à-vis de cette douleur ? Ce qui soulage les patients, c'est parfois d'être tout simplement écoutés. En tant que soignants, nous avons le réflexe de faire taire immédiatement la douleur. Mais souvent, la seule chose qu'un patient souhaite entendre de son médecin, c'est « Je sais, c'est insupportable, vous avez mal. » Bah oui, mais moi je trouve que ça illustre très bien. Et toi, Violaine ? Alors moi, je vais partir d'une citation de Flore Vasseur, qui est autrice et réalisatrice, et qui dit « Lutter contre, c'est inévitable dans un parcours d'engagement. Mais lutter pour, c'est énergétiquement et même spirituellement complètement autre chose. Ça vous met ailleurs. »
Je trouve cela magnifique de justesse. On peut faire un parallèle avec la maladie. Bien sûr, on lutte contre, pour qu'elle ne prenne pas toute la place. Mais si, à côté, on œuvre pour que la santé et la vitalité puissent exister, alors on donne à ces dimensions un espace qui leur permet de s'épanouir. Et ça réduit peut-être, indirectement, la place de la maladie dans notre quotidien. Est-ce que la maladie en elle-même disparaît ? Je ne crois pas. Mais en réinvestissant la vitalité, en se reconnectant à ce qui nous fait nous sentir vivants, on transforme notre expérience. On cesse de vivre uniquement au rythme de la maladie, limitante, pour revenir à quelque chose de plus grand, de plus spacieux, de plus vivant. Et on en parlera beaucoup de cette vitalité. Je trouve que ce chapitre était extraordinaire. J'ai vraiment... C'est la première fois que je lisais... C'est un regard nouveau. Je trouve cette vitalité au sein de la maladie, ce continuum santé-maladie, j'ai trouvé ça passionnant. Et ça, voilà, on en parlera beaucoup. J'ai d'abord envie de... Je vais un petit peu suivre l'ordre du livre. J'ai envie de parler de l'annonce. Alors, c'est clair que j'aurais demandé à Christophe de raconter comment il l'a vécu. Mais moi, je vais vous poser une question, vous, en tant que médecin. Vous, c'est ordinaire, et je ne sais pas si c'est tout à fait ordinaire, en fait, d'annoncer des maladies, parce que j'imagine que c'est chaque fois un moment terriblement éprouvant pour vous. C'est vrai que dans le livre, il est écrit « Pour nous, médecins, c'est ordinaire. Pour le patient, c'est extraordinaire ». J'ai trouvé ça extraordinaire comme manière de le dire. Comment est-ce que vous vivez ce moment, humainement, avec des consultations qui s'enchaînent, avec peu de temps ? Comment vous le vivez ? Merci. Déjà, alors, juste, c'est une phrase qui a été prononcée par Claire Kefalas dans un documentaire que j'avais réalisé il y a 3 ou 4 ans. Et elle nous disait ça, elle nous disait comment l'ordinaire des uns rencontre l'extraordinaire des autres. Oui, je trouvais que c'était très fort, mais je pense que c'est peut-être pas ordinaire pour vous, quand même. Donc tu as raison, c'est pas ordinaire, c'est jamais ordinaire. Non. Et pourtant, il y a quand même un métier qu'on apprend, et donc un cadre aussi qui vient nous soutenir dans ce déploiement de comment on va annoncer quelque chose, et en l'occurrence comment on va annoncer une maladie grave et comment on va annoncer un tremblement avec un avant et un après pour l'autre. Donc c'est jamais anodin, mais il y a quand même ce cadre qui vient nous soutenir. Après, moi, je sais que ce sont des moments où je vais prendre plus de temps pour me préparer. C'est-à-dire que voilà, j'ai besoin de lire un peu le dossier en amont, de me dire, OK, là, ça va être un temps d'annonce. Et il y a toute une cérémonie un petit peu pour amener à l'explication et à la rencontre avec l'autre, parce que l'annonce, elle va quand même être différente selon, évidemment, la gravité, mais aussi l'histoire de la personne en face. Et parfois, les gens arrivent en consultation, notamment pour des résultats de scanner, même si ce n'est pas la première annonce, mais ça reste des moments d'annonce, avec l'envie tout de suite de leur dire c'est OK ou c'est pas OK, le scanner est bon ou le scanner est pas bon. Et je me suis vue, moi, prendre du temps pour arriver jusque-là, tu sais, en leur demandant comment allez-vous, etc. Oui. Et après, en fait, à un moment, j'ai arrêté de faire ça. Je me suis rendu compte que la seule chose qu'ils voulaient savoir dans cette immédiateté, c'est le scanner est bon, le scanner est pas bon. Et donc, poser ça et ensuite prendre le temps de la rencontre, etc. Donc voilà, comment ma représentation à moi, finalement, n'était pas du tout corrélée à l'envie de la personne en face qui rentrait vraiment pour se soulager. C'est super intéressant que tu dis ça. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée chez l'oncologue, ce regard, le regard tellement présent, il a dit, je vais pas aller par 4 chemins. Vous avez un cancer et vous devez faire de la chimio. Et en fait, c'est tout ce que je voulais. Et puis après, on a pris le temps. Donc, et toi, comment tu vis ces annonces ? Oui, il y a cette part je crois, de responsabilité qu'on ressent parce qu'on sait à quel point ça va être un tremblement énorme. Donc la responsabilité de la rencontre, comme le dit Chloé, vraiment de ce lien qui va se faire. Il n'y a pas forcément toujours besoin d'un temps extraordinaire pour que le lien se fasse. Tu le disais, un regard, une présence dans l'instant, en fait, d'être vraiment pleinement disponible, ce qui n'est pas toujours évident dans notre milieu de soins. Mais voilà, un espace adapté, la porte fermée, pas le téléphone qui sonne. Enfin voilà, vraiment des petits
des petits détails qui sont en fait indispensables pour vraiment être présent dans la rencontre et voir ce qui va être possible pour la personne. Il y a beaucoup de non-verbal en fait dans cet espace qui se déploie. Et on va dire beaucoup de choses parce que c'est un moment qui demande en général de dire beaucoup de choses, mais voilà, de trouver aussi ce juste équilibre de ce qui peut être dit, de ce qui va être entendu ou pas, parce que noyé dans une masse d'informations avec le choc qui est vécu aussi de cette annonce, c'est des équilibres qui sont assez fins. Donc oui, c'est quand même, on a cette routine du cadre, comme le disait Chloé, on a vraiment un cadre qui nous accompagne hein, depuis les plans cancer. On a vraiment tout un déroulé qui permet de structurer ça pour que tout le monde ait une annonce correcte et adéquate. Mais pour autant, ça reste toujours une unicité parce que c'est toujours deux personnes qui se rencontrent dans une histoire de vie. Oui, et en plus avec des personnalités différentes et des besoins différents. Il y a des personnes qui sont plus analytiques, il y a des personnes qui sont plus émotionnelles. Parfois, les priorités des uns ne sont pas du tout les priorités des autres. Donc, exactement. Et tu parlais de douceur au début. Je crois qu'il y a vraiment ça, comment on essaye d'envelopper de douceur quelque chose qui ne l'est pas du tout, pour maintenir un lien, en fait. Je me suis posé cette question récemment, comment est-ce qu'on peut adoucir ce choc, vraiment ? Et je crois que ce lien, déjà soignant-patient, est absolument capital, mais au-delà de ça, Christophe le raconte dans le livre, c'est le lien qu'on peut avoir si on a besoin d'avoir un proche à côté, parce que le plus souvent, quand même, ce lien va être extrêmement soutenant. Et puis, ce lien à la vie, parce que ça vient quand même raconter quelque chose d'extrêmement bouleversant, qu'est-ce qui va advenir de ma vie. Et donc, je vais pas raconter exactement l'expérience de Christophe, mais il prend un temps après sa consultation d'annonce, un temps de lien à cette sensation de je suis vivant et je viens de vivre ça. Et je trouve ça extrêmement troublant déjà quand il le raconte, mais aussi extrêmement beau de comment face à ce choc, à ce traumatisme, on prend le temps d'accueillir le lien avec tout ce qui nous entoure. Oui. En tant que patiente, je trouve que vous avez repris plein de phrases de Christian Bobin dans le livre et j'adore, mais je ne crois pas à ce qu'on me dit, je crois à la façon dont on me le dit. Ce regard, cette présence. J'ai envie de redonner un peu espoir aux patientes pour qui l'annonce a été un moment traumatisant. Et moi, personnellement, ma première annonce a été très traumatisante, entre deux portes, debout, coincée, une scénologue qui n'avait pas eu le temps, je sais pas, peut-être elle est arrivée hyper stressée, peut-être elle était en retard à cause de ses enfants, peut-être, je sais pas, voilà, ça a été très traumatisant, mais j'aimerais pouvoir dire que on peut ne pas rester sur cette image-là et éventuellement redemander un rendez-vous. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai redemandé un rendez-vous avec une autre scénologue le lendemain. Comme ça, on racontait une autre histoire. Et j'aimerais que, voilà, vous donniez, dans vos mots, vous expliquiez pour quelqu'un pour qui ça s'est pas bien passé, qu'est-ce que vous conseillez à ces patientes pour pas qu'elles restent avec ce traumatisme. C'est déjà un traumatisme, mais on peut essayer de faire quelque chose pour adoucir ça. En fait, ce que tu partages déjà, qui me paraît hyper important, c'est que nous, quand on voit les patients, moi quand je vois les patients, ils viennent en oncologie. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ils savent. Oui, ils ont déjà eu, c'est ça, avec la scénologue ou le gynécologue, oui. Voilà. Mais souvent, les micro-traumas liés à l'annonce, ils vont se passer dans le parcours en amont. C'est-à-dire au moment où on va passer la radiologie. D'accord. Et que là, par exemple, le radiologue va dire il y a une lésion qui n'est pas correcte, c'est un cancer. Oui. Ou parfois d'autres confrères qui paniquent un petit peu en voyant aussi l'élément anormal. Et je crois que c'est très important de pouvoir poser les mots, mais en emmenant l'autre dans un parcours. C'est-à-dire, en fait, qu'ils ne se sentent pas seuls avec « vous avez un cancer ». Oui. Ok, qu'est-ce que je fais avec ce mot ? J'ai un cancer, et maintenant ? Et donc, tout l'enjeu, c'est de poser ça dans une continuité du parcours avec l'équipe pour qu'ils se sentent vraiment soutenus. Oui. Et donc, en effet, si ce lien au moment de l'annonce ne paraît pas cohérent, comme tu le décris, vraiment continuer d'être acteur et de demander un deuxième avis. Voilà. Trouver son équipe avec laquelle on va cheminer ensemble, c'est fondamental. Oui. C'est vraiment fondamental. Moi, je voulais pas rester là-dessus, donc je me suis dit il faut que je répare en fait ça. Mais donc c'est bien que tu le dis, c'est bien que vous le disiez, qu'on peut demander un deuxième avis pour
peut-être avoir une autre personne. Et je trouvais aussi, ça m'a ouvert les yeux aussi sur le fait que peut-être cette scénologue, elle avait une journée hyper chargée, on lui rajoute quelqu'un, c'est compliqué. C'est important aussi de comprendre vos vies, en fait, qui sont pas simples et que, voilà, c'est des relations qui se jouent à deux et on est humain. Et voilà. Donc, alors, l'alliance thérapeutique. Vous parlez de la triptyque du soin, la science, l'expérience du soignant et la volonté du patient. J'aimerais bien que vous me l'expliquiez dans vos mots. Voilà, j'ai trouvé ça, c'est passionnant. Oui, on parle de l'evidence-based medicine, donc vraiment cette médecine basée sur les preuves scientifiques. Et on avait à cœur de remettre ce triptyque, parce qu'en fait, bien évidemment, la science guide tous nos choix thérapeutiques, fait qu'on a des prises en charge homogénéisées, et que voilà, chaque patient va bénéficier du meilleur, que c'est une ressource énorme. Mais encore une fois, on n'est pas des machines. Et donc, une personne va arriver dans une consultation avec sa spécificité, sa vie, son histoire de santé, etc. Et donc, l'expérience du clinicien qui va rencontrer cette personne va être extrêmement importante pour justement venir rencontrer son savoir scientifique et médical et l'ajuster de manière très adaptée à la personne qu'il rencontre. Et puis, dans ce triptyque, il y a les volontés du patient. Parce qu'on l'oublie souvent, on pense que le médecin dit bah voilà, on fait ça, et que le patient doit dire oui. Alors bien évidemment, en général, quand le médecin dit on va faire ça, c'est le meilleur pour la situation donnée, mais on a aussi le droit de dire ses besoins, ses ajustements, etc. Et puis il y a des fois où en fait on a plusieurs possibilités thérapeutiques. Oui. Et là, c'est très très important de venir rencontrer les attentes d'une personne. On peut donner un exemple. Dans le cancer du sein, maintenant, le plus souvent, quand la tumeur est petite, on arrive à conserver le sein et à faire juste on enlève la partie malade, mais on arrive à conserver quand même l'organe, ce qui est super associé à la radiothérapie. C'est beaucoup plus préservant. Et pour autant, on peut rencontrer des patientes qui vont dire mais moi, en fait, si c'est possible, je préfère qu'on me retire mon sein et ne pas faire de radiothérapie pour plein de raisons. Et ça peut être des discussions qui peuvent avoir lieu. Alors, c'est pas du tout le plus fréquent, mais c'est important de savoir que on a le droit de donner son avis et que ça reste quelque chose de très ouvert. On n'a pas d'obligation de soins, même si, bien évidemment, pour toutes les personnes, on conseille au maximum de se faire traiter et c'est absolument important, mais de redonner quand même, ce pouvoir d'agir et de ne pas complètement déléguer son corps malade au corps soignant si on a envie de le prendre en charge, quoi. Mais c'est bien que vous disiez ça, parce que j'allais justement voilà, qu'est-ce qui fait une alliance réussie, comment co-construire concrètement cette alliance, qu'est-ce qu'il faut comme élément de chaque côté, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme clé aux patientes ou aux patients pour une bonne alliance thérapeutique? C'est un vaste sujet. Oui. On parle beaucoup de réciprocité du soin, en fait. Oui. C'est-à-dire comment est-ce que, en fait, ces deux vulnérabilités qui se rencontrent, dont on a parlé au début. Et finalement, déjà, le patient doit vraiment oser partager. Oui. Et parfois, ils n'osent pas. Moi, j'en vois en consultation qui ont leur oncologue dans une autre région et qui me posent des questions. Et je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de ça avec votre oncologue référent ? Et ils me disent, j'ai pas osé, il était occupé avec ses documents, ses papiers, et j'ai pas osé. En fait, non, oser. On évolue avec vous. Je crois que ça, c'est important de le comprendre. On évolue en tant que praticien avec nos patients. Et même parfois, si c'est confrontant, moi j'ai eu des patients qui m'ont dit des choses que j'avais pas forcément envie d'entendre. Et en réalité, c'est comme ça qu'on va évoluer. Et puis le praticien, je crois, en tant que médecin ou autre d'ailleurs professionnel de santé, il y a cette idée de relâcher. C'est-à-dire qu'on a peur qu'une décision qui ne soit pas celle du référentiel exactement. C'est-à-dire, par exemple, là, dans ce choix du traitement, pour nous, c'est logique de faire une tumorectomie et pas une mastectomie. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là, dans ce truc de ne pas faire confiance au choix de l'autre. Qu'est-ce que ça va nous retirer de notre rôle ou de notre fonction de médecin et de décisionnaire aussi ?
Et donc voilà, que le praticien puisse faire confiance dans le choix du patient. Alors, est-ce que, oui, dans des cas de reméta, j'imagine, il y a probablement plus de discussions autour de la qualité de vie, des priorités des patientes, plutôt que dans du localisé curatif. Est-ce que vous encouragez... Alors, tu sais, il y a toutes ces discussions autour de l'hormonothérapie. Oui, bien sûr, par bien exemple, sûr. Oui. Évidemment, c'est mieux dans certains cas aujourd'hui de prendre l'hormonothérapie, mais les patientes, elles le tolèrent pas toutes. Oui. Et donc, il y a vraiment cette discussion de combien de temps, quelle est la surveillance, qu'est-ce qu'on peut faire à côté, qu'est-ce qui se passe si moi je dis « Ok, on arrête l'hormonothérapie oui. », mais ça me fait peur aussi de voir mon patient qui arrête l'hormonothérapie. Et en même temps, ça vient rentrer en relation avec ce qu'elle va ressentir, ce qu'elle va ressentir de ce traitement et de ses effets secondaires. Oui. Donc il y a une danse en fait à avoir. Oui. Et... Ouais, c'est clair que j'imagine que vous allez de toute façon toujours essayer de proposer le meilleur traitement, mais essayer de voir quelles sont les priorités des patientes. Donc, par exemple, repousser une chimio pour un mariage ou repousser, je ne sais pas moi, pour un voyage et tout ça. Est-ce que vous encouragez vraiment les patientes à parler de leurs besoins ou à métacommuniquer sur la relation avec vous aussi ? Bien sûr, c'est capital de pouvoir dire ses besoins, les évidences en fait de vie qui sont là. Oui. Moi, je me rappelle très bien d'une jeune femme qui est atteinte d'un cancer métastatique et qui avait extrêmement envie de partir en voyage en famille parce qu'ils voyageaient souvent ensemble, etc. Et le parcours thérapeutique était long et elle n'y arrivait pas. Et en fait, d'avoir pu nommer les choses, et en fait, c'est vraiment de la co-construction, de la rencontre. Il faut oser, exactement comme le dit Chloé, si on n'ose pas, chacun reste en fait dans son espace et ne se rencontre pas. Et je crois, tu parlais de la relation thérapeutique, moi j'aime bien imager, en fait on se rencontre au milieu d'un espace, en fait il y a le patient, le soignant, et on vient vraiment s'engager ensemble dans un espace commun et où chacun doit amener quelque chose pour vraiment se rencontrer. Et si on veut que ce soit au plus proche des besoins de chacun et puis du respect de chacun, parce que voilà, de quoi il faut, quelle est la recette, je crois que le respect et l'écoute sont extrêmement importants, mais voilà, de venir se rencontrer sans filtre, mais avec du respect pour que justement le parcours puisse être le plus juste pour tout le monde. Et des fois, il y a des choses qui nous déstabilisent, bien évidemment, mais comme pour les patients, il y a des choses qui les déstabilisent, et en fait, c'est la vie aussi. Enfin, c'est une relation de vie quand même. Oui. Et qui se joue vraiment, vraiment à deux, quoi. Oui. Et c'est vrai que parfois, je trouve que dans cette décision partagée, moi, parfois, j'avais besoin de dire... parce que j'entendais, si vous choisissez de faire de la chimio, j'ai dit non, c'est pas une histoire de choix là. Parfois, je trouve que on a envie de cette danse à deux, et parfois on a envie que le médecin prenne la décision. Et donc moi, c'est vrai que parfois je disais attendez, je suis votre épouse, votre fille, votre mère, maintenant vous décidez. Voilà, et que parfois c'est vraiment on danse à deux, parfois c'est l'autre qui mène la danse, et d'essayer de trouver un équilibre et de dire, il m'est arrivé aussi de dire en fait j'ai besoin que ce soit comme ça. Donc je trouve que c'est chouette de dire aux patients n'hésitez pas à métacommuniquer sur la relation que vous avez avec votre soignant, et puis vous avez aussi envie d'avoir une magnifique relation avec chacun de vos patients, évidemment. Bien sûr, et merci de rappeler que ça change au cours du temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir besoin à un moment de choisir quelque chose dans le traitement, et puis face à trop d'incertitudes que les postures évoluent. Ça, on en parle beaucoup de cette évolution déjà dans le temps de la relation qui avant était très patriarcale, avec un médecin qui choisit et qui dit ce qu'on doit faire, et puis progressivement un patient qui vraiment devient acteur de son parcours de soins, et même jusqu'aux patients partenaires qui font partie des équipes de soins maintenant. Mais ça évolue. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va pas être... par exemple, dans l'urgence, dans l'urgence, il y aura plus les mêmes espaces parce que notre responsabilité médicale va vraiment revenir. Et je crois que c'est important qu'on se rappelle que c'est mouvant pour tout le monde. Oui, et ça, peut-être juste ajouter cette question d'urgence. En fait, les gens parfois pensent qu'avoir un cancer, c'est avoir un cancer. Et qu'il n'y a pas vraiment de distinction sur quand est-ce que c'est urgent et quand est-ce qu'on a le temps, en fait, de la prise en charge. Et c'est là où notre rôle, il est aussi intéressant, parce que la science va nous dire, bon, là, c'est un cancer qui évolue vite, il faut y aller. Oui. Le traitement systémique, il est important maintenant. Oui. Et puis, on a d'autres fois où c'est un cancer qui évolue lentement, où on va pouvoir laisser aussi aux patients plus de temps dans la décision thérapeutique.
Et donc, ça, c'est fondamental. C'est pas juste avoir un cancer, en fait. Alors, ici, c'était être malade, c'est entrer dans un autre monde. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions pour Christophe, qui parlait que son corps l'avait trahi. Quelles sont les réactions que vous entendez souvent de vos patientes? Le corps qui a trahi, ou est-ce que vous avez des exemples marquants? Comment vous les aidez à retrouver peut-être une relation apaisée avec leur corps? Oui, merci pour cette question, parce que je crois qu'il y a vraiment deux situations. Il y a la situation où on a une annonce alors que le corps racontait rien. Il n'y avait pas de signes, pas de symptômes, et ça, c'est souvent dans le cadre du dépistage, où là, on faisait un dépistage habituel. Récemment, j'ai une patiente qui m'a dit je sortais de l'école où je travaille, juste avant d'aller faire mes courses, je me suis arrêtée pour la mammo, et là, on m'a dit il faut faire une biopsie. Voilà. Donc, c'est pas du tout le même enjeu par rapport à une autre situation qui serait je me sens pas bien dans mon corps, je sens de la fatigue, je sens que mon état se dégrade, j'ai des choses que je ne comprends pas. Et donc, je rencontre des médecins et j'explore et j'attends une réponse. Oui. Où l'enjeu n'est pas du tout le même. Mais donc, pour ce sentiment de trahison qui peut arriver, c'est très spécifique quand même au cancer. Parce que le cancer, il se déploie à partir de notre corps qui va bien. Et ça, c'est pas quelque chose d'habituel. En fait, dans notre corps, on a des milliards de cellules. Et dans ces cellules, on a au cœur un livre qui nous raconte l'histoire de la vie. Et en fait, dans ce livre, il peut y avoir des erreurs qui se créent sous différents stress. Et quand ces erreurs arrivent, ça fait des mutations. Et cette accumulation d'erreurs là dans le livre, cette accumulation de mutations, fait qu'un jour, on peut avoir un cancer qui se déploie. Donc une cellule qui se détache de son activité habituelle et qui va venir se déployer et créer de la maladie. Et donc, on peut se dire, mais pourquoi mon corps m'a trahi? Enfin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Je crois que ça nous ramène quand même beaucoup au fait de se rappeler qu'on est des êtres biologiques vivants qui essayent de s'adapter en permanence à leur environnement. Et tomber malade, c'est pas une erreur, c'est pas une faute, c'est pas une honte, c'est que ça fait partie du monde vivant, la maladie qui se déploie. Donc ce sentiment initial de mon corps m'a trahi, il fait quelque chose sans que je m'en rende compte, c'est peut-être croire qu'on a un rapport un peu dominateur avec notre corps et qu'en fait il est là un peu à notre service, et si on revient à des choses beaucoup plus fondamentales, voilà, tous les êtres vivants un jour tombent malades et meurent, et donc en fait notre corps est responsable mais il n'est pas coupable. Voilà. Ce chapitre maladie empereur, puis ces mots tumeur maligne, le malin, le rusé, la maladie diabolique, moi j'ai eu j'étais pas si bien que ça en le lisant. Je me suis dit waouh, c'est quand même notre propre corps. Après, je trouve qu'il y avait beaucoup d'espoir avec l'immunothérapie. Vous en avez parlé hyper bien. Donc voilà, réactiver les défenses naturelles. Le cancer continue d'incarner vraiment la peur absolue. Comment vous, en tant que médecin, est-ce que vous pouvez peut-être lui redonner un sens plus juste, moins effrayant, mais sans pour autant le minimiser, en fait? Parce qu'il y a eu l'avènement des anti-CDK4/6, l'immuno, c'est quand même extraordinaire, mais ça reste quand même dans l'inconscient collectif un mot qui est associé à la mort. Oui, on en parle beaucoup, ça, oui. À chaque fois qu'on annonce cette maladie, ou alors même quand on dit qu'on est cancérologue, l'ambiance que ça peut créer un dîner dans la pièce. Je crois que le rapport quand même au cancer a beaucoup changé aujourd'hui, dans cette intention que nous sommes tous concernés par le cancer. Oui. Et peut-être que ça vient nous dire... je sais que Christophe dit qu'il en parle dans le livre en disant je ne sais pas si la maladie a un sens, mais il y a ce sens qu'elle va nous raconter. C'était la prochaine question. Je crois que c'est un peu en relation, parce que peut-être qu'elle a un sens parfois, cette maladie, un sens dans le sens de nous... de venir se questionner en fait sur pourquoi cette incidence, pourquoi il y a une augmentation de cette incidence, oui. Quels sont quand même les facteurs de mutation, et donc du coup de recréer du lien avec l'environnement, nos modes de vie. Et donc elle dit beaucoup de choses quand même, cette maladie, sur nos modes de vie. Et je crois qu'on ne peut pas rester figé sur le cancer nous est tombé dessus comme, je ne sais pas, quelque chose comme ça qui nous tomberait dessus, parce que voilà. Après, c'est vrai que nous, les patients,
l'histoire du mal à dit, on n'aime pas. Ça vient quand même souvent de personnes qui ne l'ont pas vécu, comme une injonction à trouver un sens, pourquoi ça nous est tombé dessus. J'ai trouvé le livre extraordinairement intéressant par rapport à tout ce qui est responsabilité collective, en fait. C'est qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes et qu'est-ce qui est politique, mais comment vous pouvez déculpabiliser aussi les patientes et bien dire que c'est multifactoriel, parce que ça peut être très culpabilisant. Je connais pas une patiente qui s'est pas dit mais merde, mais j'ai pas écouté les signaux de mon corps. C'est dur quand même. Oui, je crois qu'il est important de rappeler ce qui détermine notre santé. En fait, quand on regarde les déterminants de la santé, il y a 15% si on imagine un gros fromage, en fait, il y a 15% qui sont liés à notre mode de vie, à nos facteurs de risque. 15%, c'est pas grand-chose. Non, c'est pas beaucoup, voilà. En fait. Hein, oui. On a 25% d'environnement et on a 40% de socio-économique. Donc, c'est quand même intéressant. Et 15% liés au système de soins. Donc, c'est quand même... ça remet en perspective la responsabilité. Je crois qu'on a toujours ce sentiment un peu de toute puissance vis-à-vis de notre corps. On croit des choses, mais je pense que c'est beaucoup d'histoires qu'on se raconte. Et si on remet les choses à leur juste place, en fait, on n'est pas aussi fort que ça pour être capable ou pas d'avoir un cancer ou de ne pas en avoir un. Oui. Je le prends de manière extrêmement décalée, justement, volontairement pour dire que, bien évidemment, que nos parts individuelles, il faut en prendre soin, que le tabac, l'alcool, l'alimentation, bien sûr, tout ça, c'est pas un sujet, on le sait, et donc, là, on le redit, bien sûr, mais c'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant, et voilà, ça nous concerne tous, parce que la qualité de l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, nos choix politiques de l'environnement dans lequel on vit, de nos conditions de vie, etc., ont une part très importante, et c'est pas juste en tant que personne individuelle que je peux agir sur tout ça. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait justement de toute cette responsabilité collective, quoi ? C'est vrai que avec Cancer Colère aujourd'hui et tous ces mouvements, c'est vrai que quand j'ai lu le livre hier soir, je lisais tout ce qu'on pouvait faire nous-mêmes. Alors moi j'ai un potager, je vis quasi en autarcie avec mon potager, mais je me disais merde, j'ai encore les planches en plastique, j'ai encore des ustensiles en plastique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà faire, mais on peut malheureusement pas tout faire, quoi. Voilà, et se déculpabiliser aussi, oui. Bien sûr. Mais c'était vraiment intéressant. Après, ça fait peur, en fait, je trouve, pour nos enfants, pour l'environnement dans lequel on vit. C'est inquiétant, quoi, les chiffres. Oui, c'est inquiétant. Et en même temps, alors peut-être parce qu'on a plein d'espoir avec Violaine, mais moi, j'ai l'impression que c'est justement important de venir nommer ça pour venir déclencher des changements politiques. Oui. Tu vois, par exemple, si on fait un pas de côté en parlant de l'écologie, l'écologie, parfois, on se dissocie des problématiques écologiques. C'est-à-dire, ça ne nous concerne pas. Oui. Parce que c'est l'environnement. Donc, l'environnement, c'est pas humain, en quelque sorte. Là, on parle du cancer. En réalité, il y a beaucoup d'analogies entre les problématiques écologiques et le rapport à cette maladie collective aujourd'hui, mais aussi individuelle. Là, ça nous concerne, en fait. Donc, prendre conscience de l'augmentation des incidences de cette problématique de santé publique, parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, c'est aussi se dire, OK, ça nous fait peur, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire parce qu'on a ce contact à la douleur que ça crée. Oui. Tu vois, c'est parce que ça nous fait peur que peut-être il va y avoir un tremplin. Oui. Tu vois, là, à l'IGR, par exemple, ils ont une unité qui commence à vraiment se développer sur la compréhension de l'incidence des cancers chez les jeunes, et donc des liens avec l'environnement. Et ça fait seulement quelques années. Et c'est parce qu'on a pris la mesure de l'augmentation de ces incidences. Donc, il y a quand même des déclenchements d'action derrière qui sont en cours. Oui, l'intention n'est pas de nourrir la peur derrière les incidences, etc. Mais je crois que lever le tabou pour vraiment se rendre compte de l'ampleur permet ensuite de passer à l'action. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre politique citoyen, puisqu'on est tous concernés de manière très démocratique. Dans quel monde a-t-on envie de vivre pour notre santé ? Voilà, pas
oui, j'entends l'inquiétude qui peut être vécue en lisant ce chapitre. Donc, on a aussi pris soin de dire que si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça fait tout bouger. Enfin voilà, je trouve que c'était important pour moi de l'avoir lu. Oui. Mais voilà, si ça commence à bouger au niveau politique, c'est positif, quoi. Mais quelle est la place maintenant? Est-ce qu'on peut imaginer des consultations de prévention? Enfin, à quel niveau est-ce qu'il faut agir, en fait? Bien sûr. Oui, la prévention. C'est fondamental, en fait. Les consultations de prévention. On avait écrit un projet là sur ce sujet pour une clinique. Alors, ils n'étaient pas encore vraiment prêts, mais c'est le sujet de beaucoup de monde, en fait, qui, du coup, se questionnent sur qu'est-ce que je peux faire. Il y a des consultations de prévention qui ont ouvert sur le sujet de la fertilité dans certains hôpitaux. Et ben, en cancérologie, ça va arriver, c'est sûr. La prévention et l'éducation. Parce qu'en fait, chez les enfants, voilà, la santé, ça s'apprend tout petit. Et puis, en fait, on décloisonne aussi le monde de la santé, c'est-à-dire que ça se joue pas que dans le cabinet de consultation du médecin. Ou ça vient investir tous les espaces. Et souvent, dans le rétablissement, donc quand je vois des patientes en consultation après la maladie, on prend quand même beaucoup de temps pour parler de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir à minima. Et je trouve ça toujours très intéressant, le moment où on se rend compte que ça va aussi diffuser dans la famille. Ça va être bénéfique d'avoir ces compréhensions-là pour les enfants, pour les adolescents, pour peut-être parfois les grands-parents, etc. Et donc, la pédagogie et le rôle de l'école, c'est absolument fondamental aussi. Puisqu'on parle de ça, peut-être un petit mot sur le dépistage, parce qu'on a quand même ce dépistage organisé. On est dans des pays industrialisés où ça coûte pas cher, où c'est carrément gratuit. Il reste quand même encore 50% des femmes qui ne se font pas dépister. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ça? Vous avez... hier soir, je l'ai lu. Il y avait les 2 animaux. La politique de l'autruche. C'était quoi? L'autruche et... C'était quoi encore l'autre? C'est Christophe. Oui, c'est Christophe qui a utilisé 2 animaux. Donc l'autruche, mais celui qui veut pas voir pour Mère Noël, ou celui qui est négligent. Alors c'est quoi comme animal? Oh, je sais plus. Je les ai notés, mais je sais plus. Voilà. Je peux pas t'aider. Désolée. Je vais le retrouver. Vous pouvez déjà me parler un peu du dépistage, mais j'ai retrouvé les 2 animaux parce que quand même. Oui, ça fait peur et donc souvent on se dit qu'on est protégé. Je crois que, tu le rappelles, c'est absolument capital de prendre le temps dans notre société qui va très vite, mais de prendre le temps de s'assurer que le corps va bien, donc de ça se rendre... Ça prend pas de temps. Non, mais souvent on a des mécanismes... Ça prend pas de temps. Oui, mais en fait, dans nos modes de vie, il y a quand même ce mécanisme qui dit « j'ai pas eu le temps ». Voilà. Parce que c'est aussi nos fuites. Mais oui, on le rappelle quand même que le cancer, quand il est dépisté tôt, on a des chances d'en guérir qui sont absolument extraordinaires. Enfin, vraiment, on a fait des progrès incroyables. Donc, la politique de l'autruche serait vraiment dommage. Voilà, donnez-vous toutes les chances pour que le parcours de soins soit le plus léger possible aussi, si jamais quelque chose se déploie. Et puis après... on se rappelle quand même aussi qu'on est dans des pays industrialisés, comme tu le disais, et donc on a des incidences qui sont quand même importantes. En France, on est le premier pays en termes d'incidence de cancer du sein, probablement à cause de l'environnement. Enfin, ça, c'est l'hypothèse la plus probable. Donc, même si on se dit je fais tout bien, personne n'est protégé. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas pour créer de la peur, mais simplement avoir cette vigilance et cette routine d'y aller, quoi. Oui. Je vais vous emmener dans un chapitre que j'ai adoré, la vitalité. Donc j'ai vraiment les visages de la santé. C'était vraiment un nouveau regard sur ce duo santé-maladie, parce que la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie. Et vous parlez d'un équilibre mouvant. Donc la santé n'est pas un état figé, mais un processus dynamique, un mouvement entre équilibre et déséquilibre. Et ce continuum santé-maladie et non une opposition. Alors, comment nourrir sa santé au sein même de la maladie? Ou peut-être, je ne sais pas si vous voulez commencer avec la définition du mot vitalité. Moi, je ne l'utilisais jamais, je trouve qu'il est magnifique. On a eu vraiment envie de parler, en fait, de la vitalité. On avait assisté avec Violaine, peut-être je vais raconter cette anecdote. On avait assisté avec Violaine à un colloque sur la santé intégrative à Rome il y a quelques années. Et un médecin du Mémorial à New York avait présenté une slide qui montrait les indicateurs de santé. Alors les indicateurs de santé, par exemple en cancérologie, aujourd'hui on se sert beaucoup de l'absence de maladies visibles
Oui. Et notamment, quand on va passer un examen, quand il n'y a plus de maladie visible, souvent, on va dire au patient tout va bien. Oui. No evidence of disease. Hein. Exactement. NED. No Oui. evidence of disease. Et dans cette slide, en fait, il allait un peu plus loin. Et donc, il parlait de la qualité de vie. Et puis, la dernière étape, c'était la vitalité. Comment est cette vitalité ressentie par l'autre, hein, cette énergie ressentie, ce vivant en nous. Oui. Définir la vitalité, c'est pas si évident. Il y a plusieurs concepts. On en parle dans le livre, mais le consensus n'est pas réellement posé. Mais en tout cas, cette slide, je crois qu'elle a marqué un tournant dans notre prise de conscience à toutes les deux, parce que depuis, on l'utilise, sur OK, et si on allait regarder cet indicateur, la vitalité, comme indicateur de santé pour nos patients. Donc moi, à titre personnel, là, on vient d'écrire un premier article dans la revue Hegel, et puis il y a une démarche qui se met en place au laboratoire dans lequel je travaille, mais je crois que c'est révolutionnaire, en fait, pour la prise en soin en oncologie. Voilà, parce que ça nous laisse la possibilité d'avoir ou de ne pas avoir la maladie présente. Hein. Et on parle dans le livre la différence entre se sentir malade ou se sentir en santé avec ou sans la maladie visible. Oui. Parce que c'est ça le sujet. On a des patients qui sont en chimiothérapie, qui viennent nous voir en consultation. Ils se sentent hyper vivants. Oui. Ils sont joyeux. Il y a très peu d'effets secondaires. Donc ce rapport entre les effets secondaires et la vitalité, elle est quand même étonnante, juste d'un point de vue observationnel. Donc voilà, et je crois qu'il y a un champ d'exploration sur ce concept de vitalité, particulièrement en cancérologie, mais probablement pour toutes les maladies. Oui, on peut aussi parler de la salutogenèse, qui est cette vision, au lieu d'envisager comment la maladie se déploie, donc ça c'est la pathogenèse, on est formé à ça quand on fait nos études médicales, d'envisager l'inverse, c'est-à-dire la salutogenèse, qu'est-ce qu'on fait pour nourrir la santé, et à travers ça, la vitalité, la vie, comme on le disait tout à l'heure, hein, vraiment cette santé comme un moyen pour vivre et pas comme un objectif in fine. Bien évidemment, si on peut atteindre le fait qu'il n'y ait plus de maladie, on le souhaite tous, mais quand on ne peut pas, il y a toujours de l'espoir, parce que vraiment on peut nourrir autrement. Et ça, on s'en est rendu compte dans des interventions, dans des conférences avec un public, si on demande et vous, est-ce que vous vous sentez en santé ? Mais c'est quand même une question hyper troublante. Parce que maintenant qu'on a quand même beaucoup de pathologies chroniques, si on se détache un tout petit peu du cancer, on peut avoir un diabète, par exemple, et se sentir beaucoup plus en santé que quelqu'un qui n'a pas de diagnostic. Donc ça parle de cet élan de vie, en fait, à l'intérieur. Et moi, je me souviens, avec tous les rendez-vous du début, parfois les médecins me disaient « Vous êtes en bonne santé ?» Et je me disais « Mais il est con, quoi, j'ai un cancer. » Et en fait, c'est mon gynécologue qui m'a dit « Mais Delphine, tu es en bonne santé, tu as juste un cancer. » Et en fait, je pense qu'il parlait de cette vitalité, quelque part, se sentir vivant. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique dans ce livre, parce que comment est-ce que vous pouvez aider les patients à retrouver cette vitalité, à la cultiver? Et il y a même l'exemple de cette vitalité au sein de la chambre d'hôpital, en fait. Comment est-ce qu'on peut se sentir encore vivant, d'être en relation avec l'infirmière qui vient Je trouve que cette notion est tellement nouvelle et tellement belle. C'est vraiment cet élan vital, cette puissance de vie, même au sein de la maladie. Et à la limite, encore plus au sein de la maladie. Complètement. C'est très sensoriel, en fait, quand on raconte, je crois, cette anecdote dans la chambre d'hôpital. Parce que je crois quand même que se sentir vivant, ça nous ramène à ce qu'on sent, à ce qu'on ressent par tous nos sens. Et tu parles au sein de la maladie, mais j'ai même envie de dire même au sein des derniers instants de vie. Oui. Moi, j'ai ce souvenir hyper émouvant d'une femme que j'accompagnais et qui avait envie de sentir le goût du jus à la cerise. Et en fait, faire des bains de bouche au jus à la cerise, mais en fait, c'était ça, sa vitalité. Oui. Voilà, goûter à ce qu'on peut encore goûter de vivant. Et je trouve ça juste extraordinaire. Enfin, là, j'ai des frissons partout d'en reparler. Mais, donc, bien sûr, la vitalité, ça peut nous permettre de gravir des montagnes, mais ça peut aussi être, dans des petits espaces, maintenir du mouvement de vie. Tout simplement à travers le souffle, à travers un câlin avec un être cher. Voilà, toutes ces choses très fragiles, mais qui font la beauté de la vie quand même. Et Christophe parle un moment de l'habituation hédonique, que finalement, on se rend pas compte. Alors, ça fait question bateau, mais c'est pas bateau du tout, en fait. Est-ce qu'il faut attendre d'être confronté à des maladies potentiellement mortelles pour vraiment cultiver cette vitalité
et réaliser que cette santé est une chance, quoi. Moi parfois, je suis un peu déplacée, je crois, quand mon mari a des petits problèmes au boulot, je lui dis, mais Didier, allez, on arrête là. C'est quoi qui est vraiment important? Mais je pense que le fait d'avoir touché d'avoir eu cette maladie mortelle nous rend peut-être plus conscients. Comment est-ce qu'on peut rappeler que pas tomber dans cette habituation hédonique? Je crois qu'on est malheureusement fait comme ça. C'est-à-dire que les moments douloureux, les moments traumatiques, les moments qui nous demandent de puiser dans nos ressources profondes, on en a besoin en fait pour avancer. C'est tout le paradoxe d'être en vie en fait. C'est-à-dire qu'il y a la conscience de la vie comme élément précieux. Quand on voit une naissance, un enfant qui est né, c'est quand même un truc... c'est magique. Et en même temps, le besoin de se confronter à la destruction, ou en tout cas à quelque chose qui est profondément complexe pour faire ressurgir cette vitalité. Et c'est pour ça que dans le livre, on parle de la maladie comme faisant partie de la vie. Oui. Parce que ça oscille en permanence. Donc, je ne sais pas si... Ça, c'est une question très existentielle, mais est-ce qu'on peut avoir conscience de cette vie éclatante ou de sa... S'il n'y a pas de douleur, tu vois, je sais pas. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose, Violaine, par rapport à ça? J'ai plus les termes exacts, mais Christophe le dit, ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par l'adversité ou quelque chose comme ça. Et je crois que des moments, on peut être surpris dans notre quotidien à s'émerveiller devant une fleur, un coucher de soleil, un lever de soleil, peu importe. Et pour autant, aussi notre manière de pouvoir vivre au quotidien, c'est de ne pas se rappeler notre finitude. Bien sûr. Parce que si on se le rappelle en permanence, comment on vit aussi avec ça. Donc je crois qu'il y a un mécanisme extrêmement protecteur qui fait qu'on peut avancer quand même au quotidien sans se dire qu'à tout instant on peut mourir. Et pour autant, quand même se le rappeler de temps en temps nous permet de savourer ce qui est là. Alors là, moi, je vais juste parler de là où je parle, c'est-à-dire que d'être au contact de cette maladie grave au quotidien dans l'exercice professionnel, ça nous invite vraiment à nous rappeler le vivant et la chance qu'on a d'être là. Et pour autant, même si on a des choses, comme tu le disais, qui peuvent être insignifiantes quand tu parlais de ton mari et de ses problématiques au travail. Mais après, il y a des choses insignifiantes pour moi aussi. Après, voilà, en fait, la vie continue. Et voilà, la vie continue. Et en fait, des fois, on se rétracte tous. Quand, pas très longtemps, j'ai crevé en voiture, et c'était juste extrêmement... c'était un imprévu qui n'était pas du tout bienvenu. Et en fait, dans ces moments-là, c'est peut-être pas forcément évident de se détacher. Et pour autant, ça viendra. Mais... Donc, en fait, c'est aussi s'amener de la douceur là-dedans. C'est-à-dire que on est des humains, donc il y a des moments sur des choses absolument minimalistes. On va en faire des caisses. Et puis c'est pas très grave, parce que peut-être que quelques heures plus tard, justement, on va redéployer un peu d'espace de conscience pour se rendre compte que c'est pas si grave et remettre en perspective. Mais peut-être que ce qui peut soutenir quand même, parce qu'on en parle peu depuis le début, mais des pratiques de pleine conscience, de la méditation, etc., sont quand même des moments, des instants qui nous ramènent à ça. Donc si vous avez la possibilité de le déployer de la manière qui fait sens pour vous, moi j'ai plutôt envie d'inviter les auditeurs et les auditrices à ça. Oui. Ici, j'avais noté la place du cancer. Il y a des personnes qui disent le cancer, mon cancer, notre cancer. Évidemment, j'allais poser la question à Christophe. Comment est-ce que vous invitez les patients et les patientes à faire de la place encore à la beauté, à la joie, quand ce cancer prend toute la place? Et même à la maison, quand ce cancer prend toute la place. Moi, mes enfants étaient très distants, donc ils ne voulaient pas que ça prenne de la place. Et finalement, c'est bien. C'était bien. Est-ce que vous entendez souvent des patientes qui se disent totalement envahies et qu'il n'y a plus de place pour rien d'autre? Oui, alors il y a des moments où la maladie prend tellement de place parce qu'il y a des douleurs, parce que le traitement est lourd, que forcément c'est plus difficile de maintenir des espaces. Pour autant, simplement attirer l'attention sur
ces toutes petites choses qui peuvent venir renourrir la vie, même si c'est une période intense. Mais se pardonner qu'il y ait des moments où il y a des traversées qui sont très intenses. Et ça, c'est en fait comment dans la rétractation du douloureux, on arrive à recréer un peu d'espace. Donc soit, il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus inné que pour d'autres, cette capacité. Et puis nous, en tant que soignants, comme on accompagne, mais on n'est quand même pas au cœur de la douleur. Donc on peut justement réinviter à remettre un peu de lien au vivant et à cette vitalité. Et puis il y a aussi le rôle capital de l'entourage. Tu parlais de tes enfants. Les enfants, c'est une source incroyable de vie qui revient, même si la maladie est là. Et donc des fois, c'est douloureux, c'est grinçant parce que il y a des effets secondaires de traitement, parce que voilà. Mais aussi, c'est une invitation quotidienne à venir renourrir quelque chose d'autre. Donc voilà, comment on danse, encore une fois, la danse revient, mais entre tout ça. Et c'est aussi quand même extrêmement engageant pour tous les aidants, enfin tout le corps intime qui accompagne tout ça. Comment trouver le juste espace pour accueillir les moments où la vitalité veut être déployée, et puis des moments où c'est aussi intéressant de prendre le temps d'accueillir ce qu'on vit. Et donc voilà, ça c'est le rôle extrêmement complexe d'accompagner. Oui, la maladie, elle prend tellement de place qu'il n'y a plus de respiration parfois, tu vois. Et mettre de la respiration pour la personne déjà touchée par le cancer, mais aussi dans le quotidien, c'est nécessaire en fait. Ça donne des ressources à tout le monde. Et j'imagine peut-être que dans ton expérience... je sais pas, partager un repas dans lequel on ne parle pas de la maladie pendant un temps, juste ça. Parfois, ça fait du bien. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais en fait, quand quelque chose va mal, ça se ressent partout, tout le temps. Moi, je me souviens, j'ai eu une période où j'étais très fatiguée l'été dernier. Et je me souviens de ma fille aînée qui m'avait dit, qui était en colère et qui m'avait dit « Mais maman, j'en ai marre que tu sois fatiguée ». Et c'était un électrochoc extraordinaire parce que, oui, en fait, tout transpirait de cette fatigue. Oui. Et donc, il m'a fallu vraiment puiser dans des ressources pour me dire, OK, aujourd'hui, on va juste à la rivière. On va prendre un temps. On va jouer avec l'eau. Et à la fin de la journée, ça s'est super bien passé et tout le monde était très content. Donc voilà, remettre des moments comme ça. Oui, et puis il y a des moments où on a envie que ça prenne toute la place en fait. Et c'est OK, je trouve. Puis des moments... alors peut-être c'est plus facile avec les autres sœurs de combat d'avoir ces moments de rire, ces moments légers, parce que voilà, je trouve que parfois on a envie que les amis fassent la place à cette maladie et nous posent des questions et comment ça va, et puis parfois on a envie de légèreté, donc de nouveau c'est une danse. Alors là je vais vous emmener sur des mots: espoir, incertitude, guérison, rémission. Pas évident. Alors en Belgique, il y a Yves Libert qui est oncopsychologue à l'Institut Jules Bordet, qui donne une formation qui s'appelle Parler d'incertitude et soutenir l'espoir aux oncologues. Très belle formation. Comment ne jamais saper l'espoir? Important. Comment est-ce que vous parlez d'espoir sans mentir et d'incertitude sans effrayer? J'avais fait une petite enquête au sein de mon groupe de soutien sur l'espoir. Je travaille sur ce projet Espoir de guérison, je ne sais pas si vous connaissez, qui est soutenu par AstraZeneca, qui est magnifique. C'est les mots d'espoir. Toutes les femmes dans le groupe de soutien disaient c'est aussi important que les traitements. Comment affronter un cancer sans espoir? Comment est-ce que vous amenez ces mots d'espoir, même dans des cadres métastatiques? Comment vous parlez d'incertitude? Comment vous parlez d'espoir? Merci pour cette question, elle est magnifique. Moi, quand tu me parles d'espoir, je relie tout de suite ça à l'humilité. Parce qu'en fait, on arrive avec le dossier clinique qu'on vient de lire et on rencontre la personne. Et donc, on a tout de suite en tête nos chiffres, des choses très, très populationnelles, en fait, sur une globalité. Et pour autant, l'humilité veut qu'on ne sait pas du tout comment ça va se passer pour la personne qu'on rencontre. Et donc, je crois qu'on n'est personne pour tuer l'espoir. Vraiment, parce que l'espoir, c'est ce qui fait continuer de vivre et d'avancer. Parce que si on tue tout espoir, ça sert à rien de... C'est une
c'est une petite mort, en fait, quand il n'y a plus d'espoir. Tout à fait. Et là, j'ai vraiment une patiente qui m'avait extrêmement touchée, qui me revient en tête, qui avait un cancer métastatique et que je rencontrais peu de temps après son annonce. Et elle avait la particularité d'avoir eu une annonce faite dans le cadre familial. Ce qui est jamais... quand on a des médecins dans sa famille qui annoncent quelque chose, on n'a pas le même soin, pas la même douceur. Et comme elle connaissait très très bien la personne qui lui a fait l'annonce, elle s'est dit, mais j'ai vu qu'elle y croyait pas. J'ai vu la détresse dans ses yeux et elle m'a dit, mais comment moi je peux y croire si elle y croit pas? Et tout à l'heure, tu nous posais cette question de est-ce qu'on peut toujours rattraper, et vraiment cet exemple concrétise le fait qu'on peut rattraper, parce que moi j'avais de l'espoir pour elle et on a vraiment pris un temps de consultation autour de ça et elle a retrouvé de l'espoir à travers l'espoir que je pouvais lui transmettre de cette humilité. Et en fait, on a tous des moments où on n'arrive peut-être pas aussi bien à transmettre l'espoir que ce qu'on aimerait. Mais vraiment, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas trouvé ce lien d'espoir à aller le chercher ailleurs. Voilà. Oui. Parce que vraiment, il peut se trouver. Et encore un autre exemple, mais on m'a raconté là, hier, c'est très drôle, une patiente dont le mari a eu un grave accident et il avait 1% de chance de remarcher. Et lui s'est dit, je ferai partie de ces 1%. Et 6 ans après, il a remarché. Alors, c'est pas pour dire qu'on croit au miracle, c'est pas ça le sujet. Mais c'est se dire que la volonté, l'espoir font quand même beaucoup. Et on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Mais voilà, ça, c'est quelque chose, ne vous laissez pas détruire l'espoir. Pour autant, ça parle pas de déni non plus, ça. Donc, on peut quand même parler du fait que la maladie est là, que la maladie est grave, que la maladie est sérieuse. Mais c'est deux choses qui ne s'opposent pas. Voilà. Ouais, c'est l'espoir et l'incertitude, en fait. Exactement. C'est l'incertitude du chemin qui n'est pas tracé. Oui. Merci. Oui, ça me touche beaucoup. Moi, j'en parle pas beaucoup dans le livre parce que le livre a été écrit dans une période où je venais d'accompagner ma mère en fin de vie. Oui. Mais en fait, 20 ans auparavant, elle avait été diagnostiquée d'un cancer métastatique de stade 4. Oui. Et son oncologue, évidemment, l'a regardée avec des yeux de « vous allez mourir ». Et vous allez mourir bientôt. Et elle a bénéficié des traitements systémiques, mais elle savait qu'elle allait vivre. Elle s'était dit... je vais pas mourir maintenant. Et elle a mis en place énormément, évidemment, de soins complémentaires, mais aussi, je sais pas, quelque chose de l'ordre de l'espoir, en fait, qu'elle a profondément nourri intimement. Et elle a vécu 20 ans sans maladie. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, elle a été en rémission. Et je sais pas, en effet, c'est pas un exemple pour dire tout le monde peut faire ça. Mais en tout cas, c'est un exemple dans ma vie qui a montré cette capacité que nous ne savons pas tout en tant que professionnels de santé. Et à la fin de quelques jours avant la fin de sa vie, j'ai eu cet oncologue au téléphone, du coup, qui avait pendant 20 ans quand même été resté en relation, qui était assez sévère dans cette première période où en fait la patiente venait la confronter dans ses certitudes et je l'ai eu du coup au téléphone et elle m'a dit vous savez, votre mère c'était une patiente extraordinaire, vous pouvez pas savoir ce qu'elle m'a appris dans tout ce chemin. Et je crois que ça c'est vraiment, et ça rejoint ce que Violaine disait en fait sur l'humilité profonde, cette humilité de la médecine en fait, qui ne peut exister dans sa grandeur qu'avec cette humilité, en réalité. Oui. Et moi, je prends toujours l'exemple c'était une bonne amie, Christine, à qui on avait annoncé 9 mois à vivre. 9 mois. Elle n'avait pas sa langue en poche, donc elle a carrément pris son agenda, elle a écrit morte et elle l'a mis devant le médecin. C'était une forte personnalité, hein. Et elle m'a dit, Delphine, je peux pas... Il y avait 3 médecins qui lui avaient annoncé ça. Je ne peux pas, il faut que je trouve le médecin qui croit encore. Et elle a trouvé un 4e médecin qui lui a parlé d'incertitude. Il a pas... Oui, son cancer était très avancé. Il a parlé d'incertitude. Il a soutenu son espoir de donner encore cours cette année, de partir en voyage avec ses enfants. Pas spécialement un espoir de vivre, mais des espoirs. Plein de petits espoirs. Elle a vécu 5 ans. Elle a vécu 20 ans en 5 ans, avec une vitalité. Et donc, je trouve que c'est un bel exemple. Elle a trouvé le médecin qui a bien voulu soutenir son espoir, parler d'incertitude. Et c'est important. C'est vraiment important. Et qui peut dire quand quelqu'un va partir ? Exactement. C'est ça, hein. Voilà. Et puis surtout, on ne peut pas... En fait, c'est quoi notre objectif ?
Je trouve que ça vient aussi questionner ça. C'est quoi notre objectif du soin, en fait? Est-ce que c'est pour vivre jusqu'à 100 ans? Est-ce que c'est pour bien vivre aujourd'hui? Oui. Les mots guérison et rémission, qui sont des mots... les patients ont toujours un peu de mal avec ce j'ai pas entendu le mot guérison, j'ai pas entendu le mot rémission. Krishna Klov de l'Institut du Sein, j'aime bien. Quand c'est un cancer localisé, il va dire vous êtes guéri à 90% ou à 92%. Les patientes aiment bien ça. Qu'est-ce que vous utilisez, vous, comme mot? Et après, en plus, il y a être guéri et se sentir guéri aussi. C'est toutes des notions philosophiques. Tu parlais d'incertitude tout à l'heure. C'est vrai qu'on a quand même cette spécificité de mettre du temps avant de poser le mot guérison, avant d'annoncer la guérison en tant que cancérologue, justement pour ne pas trahir cette incertitude peut-être, et cette extrême vigilance, parce que c'est un temps long quand même. Hein. On attend des années avant de le dire. Cette extrême précaution fait que peut-être que ça n'autorise pas à redéployer sa vie, à se sentir vraiment guéri. Et là, c'est deux univers qui doivent se rencontrer. Alors, mon côté très, très médical, soignant et assez rigoureux scientifiquement a quand même toujours du mal à poser un mot de guérison, même à la fin des traitements, justement pour ces raisons-là. Mais peut-être la petite... La petite adaptation que je fais, c'est pas parce qu'on parle que de rémission, donc c'est-à-dire d'une maladie qu'on ne voit plus, qui n'est plus là. Donc jusqu'à preuve du contraire, voilà, il y a pas de maladie. Vous pouvez redéployer tout ce que vous souhaitez. C'est quand même une autorisation à vivre et il faut vraiment s'en saisir. Donc peut-être juste comprendre pourquoi le soignant le pose pas. Et ceux qui arrivent à le faire, tant mieux, c'est superbe. Voilà, moi j'ai beaucoup de vigilance, mais c'est très personnel. Et c'est pas que tu aurais l'impression de mentir ou c'est Après, en fait, je pense aussi ce que ça raconte. On parlait tout à l'heure des deux phases de la maladie et la guérison. Bien évidemment, il y a la guérison médicale où la maladie n'est plus là, mais c'est aussi un process. Oui. C'est vraiment un chemin. Se sentir guéri. Voilà. Oui. Le fait de se sentir guéri et de réinvestir les différents espaces de vie pour que la guérison soit pleine et entière. Alors dit comme ça, c'est pas un objectif à atteindre, hein, mais c'est vraiment venir réinvestir les différents espaces de vie. Et donc, peut-être que c'est aussi une manière de montrer que c'est un chemin qui va se déployer. Oui. Vous en parlez très bien dans le livre, hein, en fait. Je trouve, vous dites que on va pas d'un point A à un point B, que c'est vraiment tout un cheminement et les trois formes de guérison médicale, psychologique, sociale. Donc, et toi, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça, Chloé? Non, je suis en cohérence avec Violaine. C'est toujours délicat de poser ces mots. C'est toujours délicat de poser ces mots. Je crois que ma stratégie d'évitement pour poser ces mots, parce que c'est justement de dire aux gens de ne pas attendre, je ne sais pas, par exemple, la fin des 5 ans ou des 10 ans d'hormonothérapie pour vivre. Mais vraiment d'intégrer très tôt cette notion de vital et de vivant pour que ce soit plus, en fait, une question presque, tu vois, finalement. Parce que qu'est-ce qu'on attend dans le fait de venir poser ce mot-là? Moi, ça me questionne aussi, en fait. Oui, c'est pas une autorisation à vivre, en fait. Je crois qu'on n'a pas besoin que le médecin vienne dire « c'est bon, vous pouvez vivre ». En fait, vous vivez et puis le médecin reviendra dans le paysage si un jour il y a besoin. Oui. Voilà. Oui, mais j'aime bien le NED en anglais, en fait. Hein, No Evidence of Disease. Ça... Alors, j'ai envie d'avoir un petit mot pour les patientes métastatiques. Comment vous les aidez à vivre... avec un cancer qui est revenu, et d'avoir cette inconnue, cette incertitude, cette épée de Damoclès. Oui, l'incertitude se renforce bien évidemment dans ce contexte-là. On se rappelle quand même que nos progrès thérapeutiques permettent maintenant de transformer le cancer en pathologie chronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vivre avec une maladie qui ne partira pas, mais qu'on va essayer de freiner et puis de silencier, et on y arrive quand même de mieux en mieux. Et donc, c'est ce que raconte ce vivre avec quelque chose qui est là, cohabiter avec une maladie qui des fois prendra plus d'espace que d'autres fois, et vivre avec cette incertitude au quotidien.
En fait, cette incertitude qu'on devrait presque tous vivre, mais qui là se renforce et donne un timing peut-être beaucoup plus restreint. Mais pour autant, toujours se rappeler que maintenant, on a des cas où on a des survies extrêmement longues et ça laisse le temps de vivre sa vie. Vraiment, tu racontais vivre 20 ans en 5 ans, pardon. Voilà, c'est aussi peut-être une invitation à explorer la vie autrement, et c'est ce que disait Christophe dans la maladie n'a pas donné de sens, mais me questionne sur comment je vais vivre après ça ou avec ça, et donc c'est le même sujet, même si la maladie ne guérira pas. Quand on parle de rétablissement dans le livre, le rétablissement, ça vient de la santé mentale, et donc la santé mentale en psychiatrie, souvent on va vivre avec. Oui. De la même manière, et c'est pas parce qu'on vit avec qu'on peut pas transformer sa vie pour lui donner le sens qu'on a envie de lui donner, et ça je crois que c'est aussi quand même quelque chose de très beau, même s'il y a des espaces extrêmement douloureux, ça ouvre des possibles qui n'étaient peut-être pas autorisés autrement, et je dis ça parce qu'on a des témoignages de patients absolument bouleversants à travers tout ça, mais encore une fois il n'y a pas d'injonction, c'est en faire ce qui donne du sens pour la personne, c'est très intime tout ça. Voilà. Oh, je vois le temps qui passe et j'ai tellement envie d'encore parler de plein de choses, mais je pense qu'on va parler quand même, on va clôturer avec la médecine intégrative. Alors là, je vais vous laisser dire ce que vous voulez. Moi, je suis une convaincue, parce que j'ai eu beaucoup de soins de support. Comment vous avez envie de la définir? Comment vous voyez la médecine de demain, cette prise en charge des patients? Quels sont vos rêves et comment est-ce que vous décrivez déjà la médecine intégrative? Oui, en fait, c'est rigolo, en faisant la promotion là, de l'ouvrage, je me suis rendu compte comme ça venait confronter les gens, cette terminologie, en réalité. En fait, c'est assez simple, c'est le constat des besoins des patients, en fait, qui vont rencontrer les besoins d'évolution de la médecine. Oui. C'est-à-dire qu'en cancérologie, nos patients vont utiliser des pratiques complémentaires à 80%. Et en même temps, on sait entre 60 et 65% que les patients ont des séquelles thérapeutiques de leur traitement jusqu'à 5 voire 16 ans après les traitements. Oui. Donc il y a une réalité que notre fonctionnement dans la prise en soin aujourd'hui n'est pas complète pour lutter contre la maladie et œuvrer pour cette santé dont on a parlé plus précocement. Oui. Et en fait, l'autre dimension, c'est que c'est une maladie qui est au cœur de nos vulnérabilités. Et parfois, quand on parle de médecine intégrative, donc comment on va intégrer les outils systémiques, la chimio, la radiothérapie, l'immunothérapie, les traitements qu'on va connaître, à d'autres pratiques de soins, parfois dites complémentaires, mais en arrêtant de les mettre en complémentaire, en se disant venons questionner ces pratiques, venons mieux les comprendre et les intégrer au système de soins plus précocement et ensemble. L'enjeu de ça, c'est aussi cette lutte contre les dérives sectaires, dont en fait, parfois, on vient un petit peu nous prendre au dépourvu en nous disant oui, mais intégrer les pratiques complémentaires, c'est lutter. Mais complémentaire, c'est complémentaire à la médecine conventionnelle, donc c'est pas alternatif. C'est d'une part pas alternatif, oui. Et deuxièmement, intégrer ces pratiques, c'est aussi mieux les comprendre, oui. Et donc c'est aussi une manière de venir lutter contre ces dérives. Et ça, je crois que c'est des vrais enjeux. C'est des vrais enjeux systémiques. C'est aussi des vrais enjeux de comprendre que notre prise en soin doit évoluer, en fait, et être plus globale pour grandir. En fait, la médecine, toute la science a toujours évolué, en fait. Et la médecine, c'est une entité qui existe depuis des millénaires. Et à travers les millénaires, elle a évolué. Et je crois qu'aujourd'hui, on se doit aussi d'évoluer. Oui, et puis la peur de nuire ne doit pas empêcher de soutenir avec des outils qu'on ne sait pas nuisibles, ou justement dans un modèle très intégratif, très intégré, on va être extrêmement vigilant, on va déployer de la recherche, etc. Et donc on pourra amener ce soutien, parce que le besoin, il est là.
On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas ou considérer que ça n'appartient plus à notre rôle. On revient encore, on est professionnel de santé. S'il y a des besoins qui ne sont pas rencontrés, comment on peut les soutenir ? Et donc, c'est aussi une démarche extrêmement démocratique, j'ai envie de dire, parce que les patients y vont et les patients n'osent pas en parler. Et c'est là que le danger arrive. C'est là que des interactions peuvent avoir lieu. C'est là que des dérives sectaires peuvent vraiment se mettre en place. Alors qu'en fait, si on ouvre le dialogue, si on ouvre de la curiosité non jugeante et où justement on accueille ce que vit l'autre pour venir rééquilibrer dans quelque chose d'ajusté pour la personne, sans que ça vienne entacher au traitement qu'on déploie contre la maladie, je pense qu'on a tous à y gagner. Je pense que c'est quand même minime, ces dérives sectaires. On en parle, mais j'ai l'impression qu'avec tout ce qui se développe, toutes les maisons de ressourcement, Ginkgo, enfin plein d'initiatives, on est quand même de plus en plus informés sur ce qui est OK. Je trouve que vous avez une très grande ouverture dans le livre parce que vous dites un soin est juste s'il fait du bien au patient, en fait, tant qu'il ne nuit pas. Et j'ai l'impression qu'aussi la démarche intégrative, c'est une grande ouverture d'esprit de votre part, en fait, de dire j'écoute, j'apprends aussi de mes patients, en fait. Mais on apprend beaucoup. Oui, c'est ça. C'est très large, en fait. Et bien évidemment qu'on a envie que la science vienne valider plein de choses, mais des thérapies complémentaires, il y en a des centaines. Oui. Avant qu'on ait suffisamment d'argent, de temps pour avoir du recul sur tout, on sera plus là, nous, pour en parler. Donc, oui, mais si, par exemple, ça fait du bien et que ça fait pas tort, vous êtes OK. Exactement. C'est juste, en fait, quand même, non ? C'est comment on peut venir le barreur de feu... Voilà, si vous, qu'est-ce que ça vous fait en fait d'entendre les patients qui disent mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien, même si c'est pas prouvé scientifiquement. Voilà. S'il n'y a pas de risque d'interaction médicamenteuse et si on sait que le patient est en sécurité, il n'y aura aucun problème. Voilà. Mais c'est qu'est-ce que ça vient aussi questionner en tant que médecin d'entendre un patient qui déploie pour sa santé peut-être sans qu'on ait la main. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça aussi où on se sent un peu extrait mais non, c'est extrêmement riche. Je crois aussi pour les soignants de venir rencontrer ça parce que ça renoue du lien humain. Là, on n'en parle pas, mais la santé intégrative, c'est aussi une vision qui parle du patient, mais qui parle aussi du soignant, qui va parler des aidants, qui parle de l'ensemble de tout cet écosystème de ce qui prend soin. Et un jour, on est patient, donc on a besoin d'aide et de soins. Et puis, un autre jour, on aura cette expérience de la maladie et donc on pourra peut-être aussi amener du soin d'une autre manière. Et de la même façon, un soignant, à un moment, aura des espaces de vulnérabilité et passera de l'autre côté. Et donc, en fait, c'est comment on peut tous se rencontrer avec ça, sans avoir quelque chose de très dogmatique, mais plutôt comment on peut tous s'aider avec les moyens qui sont là, tout en étant en sécurité. Et puis, si on parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que l'idée, c'est aussi de venir organiser, former les professionnels de santé aussi à ces sujets. De voir comment on peut intégrer ces questions. Moi, je reçois énormément de patients qui se renseignent en autonomie, par exemple, sur Internet, etc., et qui viennent avec une demande alternative en disant, voilà, j'ai retrouvé ça sur Internet, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux pas le faire ? À la place d'eux. À la place d'eux, mais souvent parce qu'aussi, ils ont vu la porte se fermer à ce dialogue par leur oncologue à l'extérieur. Et donc, de repréciser aux patients l'importance du traitement systémique, de voir, mais pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par cette démarche ? Qu'est-ce qui pourrait être fait ? On peut supplémenter en vitamines, parce que c'est intéressant. On peut travailler sur le stress et la réduction du stress. En effet, pour travailler sur la réduction du stress, peut-être ne pas mettre de médicaments, mais plutôt amener à des pratiques... comme la méditation de pleine conscience, par exemple, ou d'autres. Et donc, tout ça, c'est un travail scientifique. Et parfois, on l'oublie. Et c'est ça qu'on est en train de faire, en fait, avec Violaine et d'autres. C'est de venir faire converger cette evidence-based medicine dont on a parlé à l'évolution des pratiques. Et les thérapeutes, parce qu'on en rencontre quand même beaucoup, sont très en demande, en fait, de ce lien, mais aussi de ce cadre qui structure. Par exemple, aller voir un naturopathe, c'est pas la même chose quand on va voir un naturopathe et qu'on est entre guillemets en bonne santé ou quand on est en cours de traitement pour un cancer. Et les naturopathes, souvent, il y en a beaucoup qui seraient très intéressés de créer du lien avec les oncologues ou d'autres spécialistes et de réfléchir ensemble sur la prise en soin d'un patient. Et c'est pas, dans la réalité, ça se passe pas vraiment comme ça.
J'ai l'impression qu'on va dans le bon sens, moi. Je ne sais pas, moi j'aimais avec tous les jeunes oncologues, c'est peut-être ceux que j'ai à mon micro, mais j'ai l'impression qu'on va vers ça. Je suis pleine d'espoir. On est pleine d'espoir, nous aussi. Oui, c'est ça, vraiment pleine d'espoir. On est pleine d'espoir. Oui. Ce livre, je pense que ça va faire beaucoup bouger. Et le temps passe, on va devoir bientôt quitter le studio. La petite question piège, comment est-ce que vous avez envie de clôturer ce podcast ? Non, moi, j'ai juste envie de dire qu'en effet, ce livre, il a été fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de générosité, avec aussi beaucoup d'expérience nourrie par nos patients, principalement, mais aussi en tant que soignante ou aidante. Et je crois que ce livre, en fait, il est pour tous. Et je crois que c'est ça le message, c'est de ne pas avoir peur de l'ouvrir, de le feuilleter. Violaine et moi, et Christophe, on adore les livres. C'est quelque chose de précieux dans nos quotidiens. Et je crois que ce livre, en tout cas, je souhaite qu'il puisse aussi être une référence qui accompagne aussi bien les soignants que les patients, que les aidants. Oui, vraiment. Oui, moi, je souhaiterais simplement que ce livre puisse être une autorisation à l'espoir, à incarner le soin autrement. Et le soin, on l'incarne tous. On n'a pas besoin d'être soignant pour incarner le soin. Comment on prend soin dans nos sociétés. Et je crois qu'en prenant soin, on nourrit l'espoir pour la traversée de la maladie, mais aussi pour toutes nos turbulences et les chaos qu'on peut vivre dans nos vies. Donc, oui, bien sûr, il s'adresse à toutes les personnes touchées, mais plus largement... autorisons-nous à aller regarder tout ça pour peut-être déplisser ce qu'on disait tout à l'heure, des espaces de conscience de comment on est dans ce rapport au monde et vraiment vivez. Voilà, si j'ai un petit truc à dire, c'est juste ça, vivez. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.